Laisse-moi deviner. Tu as ouvert cette vidéo dans un moment de faiblesse. Tu viens probablement de checker son Instagram pour la 15e fois aujourd'hui. Tu as analysé sa dernière story pendant 10 minutes, essayant de décoder si ce sourire signifie qu'elle est heureuse sans toi ou si c'est juste une façade. Et maintenant, tu te sens encore plus mal qu'avant. Je le sais parce que j'ai été exactement là. Et parce que des milliers d'hommes me contactent chaque semaine en étant exactement là. Aujourd'hui, je vais te révéler ce qui se passe vraiment dans sa tête quand tu arrêtes de la poursuivre et que tu deviens complètement silencieux. Mais attention, ce que je vais te dire va à l'encontre de tout ce que ton cœur te hurle de faire en ce moment. Il y a 2 règles absolues qui déterminent si tu vas récupérer ta dignité ou continuer à te détruire. Et si tu enfreins ne serait-ce qu'une de ces règles, tu es foutu, pas foutu avec elle, ça c'est déjà le cas, foutu avec toi-même. Donc, si tu es prêt à entendre une vérité qui va faire mal mais qui va te libérer, reste jusqu'à la fin. Parce que dans les prochaines minutes, on va parler de pourquoi surveiller ton ex est littéralement une addiction chimique, pourquoi l'espoir est ton pire ennemi et ce qui se passe vraiment dans son esprit quand ton nom disparaît complètement de son téléphone. Spoiler alert, ce n'est probablement pas ce que tu espères. Mais c'est exactement ce que tu as besoin d'entendre. Avant qu'on plonge dans ce qu'elle ressent, il faut qu'on établisse le cadre. Parce que si tu ne comprends pas ça, tout le reste ne servira à rien. Il y a 2 règles absolues qui déterminent absolument tout dans ta récupération post-rupture. Règle numéro 1, ne jamais surveiller ton ex. Jamais. Pas son Instagram, pas son Facebook, pas son Snapchat, pas via le compte de ton pote, pas en passant par hasard devant chez elle. 0 surveillance. Règle numéro 2, ne jamais garder espoir. Pas un peu d'espoir, pas un espoir réaliste, 0 espoir. Tu traites cette relation comme si elle était morte et enterrée, enfreins l'une de ces règles et tu es fini. Pas fini dans le sens où tu ne la récupéreras pas, même si c'est probablement vrai aussi. Fini dans le sens où tu vas perdre ton respect de toi-même. Et un homme sans respect de soi n'a rien. Ces règles ne sont pas des suggestions gentilles, ce ne sont pas des guidelines flexibles, ce sont des lois aussi absolues que la gravité. Viole-les et tu tombes, à chaque fois, sans exception. Parlons d'abord de pourquoi tu surveilles vraiment. Et sois honnête avec toi-même pour une fois. Ce n'est pas parce que tu te soucies de ce qu'elle fait, c'est parce que surveiller te donne l'illusion de contrôle. Si tu sais où elle est, avec qui elle est, ce qu'elle ressent, d'une certaine manière, tu es encore connecté. D'une certaine manière, tu comptes encore. Mais voici la vérité brutale que tu dois entendre. Tu n'es pas connecté. Tu es un fantôme qui hante quelqu'un qui est déjà passé à autre chose. Tu es un stalker avec une permission que ton cœur brisé s'est auto-délivré. Chaque fois que tu checkes son profil, tu grattes une plaie infectée. Ça fait du bien pendant 1 seconde, puis ça empire tout. Tu la vois sourire sur une photo et tu construis tout un roman sur comment elle est heureuse sans toi. Tu la vois avoir l'air triste et tu fantasmes sur le fait de voler à son secours. Les 2 sont des délires complets. Tu n'as aucune idée de ce qu'elle ressent vraiment parce que tu n'es plus dans sa vie. Tu interprètes des ombres sur un mur et tu appelles ça la réalité. J'ai accompagné un gars qui checkait l'Instagram de son ex 47 fois par jour. 47. Il connaissait chaque personne qui likait ses photos. Il analysait chaque caption comme un détective criminel. Il étudiait chaque tag de localisation. Tu sais ce que toute cette surveillance lui a apporté? Rien d'autre qu'une psychose de plus en plus profonde. Il vivait dans une relation virtuelle avec quelqu'un qui avait oublié qu'il existait. Quand il a finalement tout bloqué et fait un sevrage brutal, il a décrit ça comme sortir d'un rêve fiévreux. Et c'est exactement ce que c'est. Voici ce que la surveillance fait réellement à ta psychologie. Elle te garde dans un état d'activation perpétuelle. Ton système nerveux n'arrive jamais à se réinitialiser. Tu es toujours en mode combat ou fuite, toujours en train d'anticiper, toujours réactif. Ton cerveau ne peut pas commencer à guérir parce que tu continues d'arracher le pansement pour regarder la blessure. Tu empêches littéralement ta propre récupération. Chaque fois que tu checkes, ton cerveau libère une petite dose de dopamine, le neurotransmetteur de l'anticipation et de la récompense. Puis, quand tu vois quelque chose qui te dérange, ce qui arrive à chaque fois, ton cerveau est inondé de cortisol, l'hormone du stress. Donc, tu es en train de te microdoser toi-même avec un cocktail de plaisir, puis de douleur, encore et encore. C'est littéralement le mécanisme d'une addiction. Maintenant, parlons de l'espoir. L'émotion la plus dangereuse après une rupture. L'espoir, c'est ce qui te garde paralysé. L'espoir, c'est ce qui te fait attendre. L'espoir transforme un homme en une créature pathétique assise à côté de son téléphone, vivant pour la possibilité de son retour.
L'espoir n'est pas ton ami. L'espoir est ton gardien de prison qui te garde enfermé dans une cellule faite de peut-être et de « et si ». Les hommes qui récupèrent leur ex sont ceux qui tuent l'espoir complètement. Pas le diminuer, pas le gérer, le tuer. Ils acceptent avec une certitude absolue qu'elle est partie pour toujours. Ils font leur deuil comme si elle était morte. Ils reconstruisent comme si elle n'avait jamais existé. Et paradoxalement, ce lâcher-prise complet est parfois ce qui crée l'espace pour son retour. Mais à ce moment-là, ils n'en ont plus besoin. Voici une vérité qui va faire mal, mais que tu dois entendre. Tu n'espères pas son retour parce que tu l'aimes. Tu espères son retour parce que ton ego ne peut pas accepter le rejet. Tu ne peux pas tolérer d'être celui qui n'a pas été choisi. Ton espoir n'est pas romantique. Il est narcissique. Tu as besoin qu'elle te veuille à nouveau juste pour prouver que tu mérites d'être voulu. Ce n'est pas de l'amour. C'est une addiction à la validation. Alors, qu'est-ce qu'elle ressent vraiment quand tu arrêtes de la poursuivre? Première phase, du soulagement. La pression disparaît. Elle n'a plus à gérer tes émotions. Elle n'a plus à se sentir coupable de ta douleur. Elle n'a plus à esquiver tes tentatives de connexion. Pendant les premiers jours, peut-être les premières semaines, ton silence est sa liberté. Mais ensuite, quelque chose d'intéressant se produit. Le silence devient fort, là où il y avait ta présence constante, tes textos, tes appels, tes likes, tes vues. Il n'y a maintenant plus rien, et le rien a du poids. Elle commence à remarquer l'absence. Pas encore te manquer, juste remarquer l'espace où tu étais. Comme une musique de fond qui s'arrête soudainement. Tu ne réalises pas que tu l'entendais jusqu'à ce qu'elle disparaisse? Puis vient la curiosité. Pourquoi est-ce qu'il a arrêté? Est-ce qu'il a rencontré quelqu'un? Est-ce qu'il va bien? Est-ce que c'est une tactique? Ou est-ce qu'il est vraiment passé à autre chose? Elle pourrait checker ton profil? Oui, elle check aussi, mais différemment. Toi, tu checkais par désespoir. Elle check par curiosité. Toi, tu checkais pour l'espoir. Elle check pour confirmer que tu es toujours détruit. Quand elle voit que tu ne l'es pas, c'est là que les choses changent. La troisième phase, c'est l'ego blessé. Attends, il en a vraiment fini? Il ne va vraiment plus me poursuivre? J'étais si facile à oublier que ça? Son narrative était que tu serais toujours là, toujours à la vouloir, toujours disponible comme plan B ou boost d'ego. Ton absence challenge ce narrative. Ça suggère que peut-être elle n'était pas si spéciale, peut-être que tu n'étais pas si faible, peut-être qu'elle a perdu quelque chose de valeur. Mais voici le point crucial que tu dois absolument comprendre. Rien de tout ça n'a d'importance si tu le fais comme une tactique. Devenir silencieux pour la récupérer, c'est juste une autre forme de poursuite. C'est de la manipulation, pas du moving on. Elle va sentir la performance. Les femmes ont évolué pendant des millions d'années pour détecter le faux désintérêt du vrai désintérêt. C'est dans leur ADN de survie. Si tu deviens silencieux tout en continuant à checker son profil, tout en continuant à espérer, tout en continuant à attendre, tu n'es pas silencieux. Tu hurles dans une fréquence que seule elle peut entendre. Le vrai silence vient d'une décision, pas d'une stratégie. Tu décides qu'elle est partie. Tu décides que tu mérites mieux que quelqu'un qui ne te choisit pas. Tu décides que ta dignité vaut plus que son peut-être. Cette décision change ton énergie complètement. Tu arrêtes de vibrer à la fréquence du besoin. Tu commences à vibrer à la fréquence de la complétude. Et ça, les gens le sentent. Surtout elle. Parlons de ce que tu traites vraiment, une addiction émotionnelle. Ton cerveau est devenu dépendant à sa présence. À ses textos, à sa voix, à son odeur, à son énergie. Quand elle est partie, tu es entré en sevrage, un vrai sevrage chimique et neurologique. Et comme un drogué, tu ferais n'importe quoi pour une dose de plus, une conversation de plus, une chance de plus, n'importe quoi. Mais voici ce que les addicts apprennent en rééducation. La seule sortie, c'est à travers. Tu ne peux pas diminuer progressivement. Tu ne peux pas en avoir juste un peu. Tu ne peux pas maintenir un contact contrôlé. Tu dois faire un sevrage complet et endurer le manque. Ça va faire un mal de chien. Tu vas avoir l'impression de mourir. Ton cerveau va créer 1000 raisons pour lesquelles tu dois la contacter. Toutes sont des mensonges. Toutes sont l'addiction qui parle. L'addiction de surveillance est particulièrement insidieuse parce qu'elle semble inoffensive. Tu ne la contactes pas, non? Tu ne fais que regarder et que checker, mais chaque check libère une petite dose de dopamine suivie d'un crash de cortisol. Tu te microdoses ta propre misère, tu te gardes juste assez malade pour ne jamais guérir. Parlons maintenant de la trahison plus profonde. Vouloir quelqu'un qui ne te veut pas. C'est ça, la vraie blessure à ton orgueil masculin. Chaque moment que tu passes à désirer quelqu'un qui t'a rejeté est un moment où tu te trahis toi-même. Tu dis que tes standards sont négociables.
Tu dis que ta valeur est déterminée par le choix de quelqu'un d'autre. Tu dis que tu accepteras des miettes quand tu mérites le festin. Un homme avec un vrai respect de soi a une seule réponse au rejet. D'accord. Pas de la colère, pas du marchandage, pas de la poursuite. Juste de la reconnaissance et du pivot. Elle ne te veut pas? Sa perte? Quelqu'un d'autre te voudra. Mais tu ne peux pas pivoter quand tu es ancré à l'espoir. Tu ne peux pas avancer quand tu regardes en arrière. Tu ne peux pas trouver mieux quand tu te contentes de rien. Qu'est-ce qu'elle ressent quand tu avances vraiment pour de vrai? De l'irrelevance. Le contraire de l'amour n'est pas la haine, c'est l'indifférence. Quand tu atteins une vraie indifférence, pas performée, pas forcée, mais une vraie, quand voir son nom ne te fait plus rien, quand sa vie devient aussi intéressante pour toi que celle d'une étrangère, c'est là que tu as gagné, pas gagné son retour, gagné ton retour à toi-même. Soyons honnêtes sur la timeline, ce n'est pas une transformation de 30 jours. Selon la profondeur de ton investissement, la vraie récupération prend des mois, peut-être un an. Quiconque te vend des solutions rapides ment. Les voies neuronales que tu as construites avec elle ont pris du temps à se développer. Elles prendront du temps à s'atrophier. Les nouvelles voies prennent du temps à se construire. C'est de la biologie, pas de la motivation. Voici le paradoxe qui rend les hommes fous. Elle revient souvent quand tu ne la veux plus. Quand tu as vraiment avancé, reconstruit toi-même, trouvé un nouveau but, soudain elle apparaît. « Hey, comment tu vas ?» Le texto qui t'aurait envoyé en extase il y a 3 mois te dérange maintenant juste. Pourquoi ? Parce que l'indifférence est attractive. Le besoin est repoussant. Quand tu avais besoin d'elle, elle a couru. Quand tu n'en as plus besoin, elle se demande pourquoi. Mais voici le piège. Si elle revient et que tu n'as pas fait le vrai travail, tu vas retomber directement dans les mêmes patterns. La relation va échouer à nouveau pour les mêmes raisons. Tu vas traverser la même douleur, peut-être pire. J'ai vu des hommes enterrer la même relation 5, 10 fois. Chaque résurrection durant moins longtemps que la précédente. Chaque mort faisant plus mal qu'avant. Tu veux savoir ce qui se passe vraiment dans sa tête pendant ton silence? Au début, rien. Elle est occupée avec sa nouvelle vie, ses nouvelles possibilités, sa nouvelle liberté. Ton absence est à peine enregistrée. Puis, alors que les semaines passent, des questions émergent. Petites au début. Est-ce qu'il est vraiment passé à autre chose si vite? J'étais si oubliable que ça? Les questions ne concernent pas le fait de te manquer. Elles concernent la validation de l'ego. Si tu restes vraiment silencieux assez longtemps, quelque chose change. L'histoire qu'elle s'est racontée sur toi, que tu es faible, needy, toujours disponible, commence à se fissurer. Peut-être que tu n'étais pas qui elle pensait. Peut-être qu'elle a mal jugé. Peut-être qu'elle a perdu quelque chose de valeur. Mais écoute bien, ces pensées ne sont pas un retour d'amour. C'est juste l'ego qui recalcule. Les femmes contactent souvent pas parce qu'elles te veulent en retour, mais parce qu'elles veulent confirmer que tu les veux toujours. Ce « hey » n'est pas une invitation, c'est un check de température. Est-ce que tu es toujours accroché? Est-ce que le plan B est toujours sécurisé? Quand tu réponds immédiatement avec de l'enthousiasme, elle obtient sa réponse et disparaît à nouveau. Mission accomplie, ego nourri. La seule réponse à un texto de check-in, si tu réponds du tout, c'est une indifférence retardée. Plusieurs jours plus tard. Bref, amical mais fermé. « Hey, je vais bien, j'espère que tu vas bien aussi. » Pas de questions, pas d'invitation au dialogue, pas de disponibilité émotionnelle. Tu n'es pas méchant, tu es bordé, tu ne joues pas à des jeux, tu protèges ta paix. Parlons du mythe de la closure. Tu penses qu'une conversation de plus va t'aider à comprendre, qu'une rencontre de plus va te donner la paix, qu'une explication de plus va faire en sorte que ça ait du sens. Stop! La closure n'est pas un cadeau que quelqu'un te donne. La closure est une décision que tu prends. La décision que c'est fini, peu importe pourquoi. La décision d'arrêter d'avoir besoin de réponses pour avancer. Chaque fois que tu cherches la closure, tu cherches vraiment de l'espoir. Tu veux qu'elle dise quelque chose qui soit ouvre la porte, soit t'aide à accepter qu'elle est fermée. Mais elle ne peut te donner ni l'un ni l'autre. La porte est fermée parce qu'elle l'a fermée. Tu acceptes qu'elle est fermée en t'éloignant, pas en comprenant ses raisons. Ces raisons n'ont pas d'importance. Le résultat, si. Voici ce que la surveillance et l'espoir te coûtent vraiment, des opportunités. Pendant que tu stalks son Instagram, quelqu'un d'incroyable essaie peut-être d'attirer ton attention. Pendant que tu analyses ses tweets, la vie se passe sans toi. Pendant que tu espères une résurrection, tu rates une vraie connexion présente et disponible. Tu es tellement focalisé sur un fantôme que tu ne peux pas voir les vivants. Le coup plus profond est pour ton identité.
Chaque jour que tu passes à vouloir quelqu'un qui ne te veut pas, tu renforces la croyance que tu n'es pas assez, que tu as besoin de validation externe, que ta valeur est négociable. Ce dommage psychologique dure bien plus longtemps que la relation. Tu ne fais pas juste le deuil d'elle. Tu t'érodes toi-même. Laisse-moi être brutal sur quelque chose. Elle ne pense probablement pas à toi autant que tu penses qu'elle le fait. Pendant que tu construis des fantasmes élaborés sur elle qui te manquent, elle vit sa vie. Pendant que tu checkes son statut, elle est en rendez-vous. Pendant que tu préserves sa mémoire, elle crée de nouveaux souvenirs. La symétrie de l'obsession post-rupture est stupéfiante. Ce n'est pas parce qu'elle n'a jamais tenu à toi. C'est parce qu'elle a traité la mort de la relation pendant qu'elle était encore dedans. Les femmes partent rarement brusquement. Elles partent graduellement, puis soudainement. Au moment où elle est vraiment partie, elle était émotionnellement partie depuis des mois. Tu pleures une mort fraîche. Elle visite une vieille tombe. La différence de timeline explique pourquoi tu es détruit pendant qu'elle semble aller bien. À quoi ressemble vraiment le fait d'avancer? Ce n'est pas prétendre que tu vas bien. Ce n'est pas te forcer à sortir avec d'autres. Ce n'est pas poster des thirst traps en espérant qu'elle verra. Vraiment avancer, c'est silencieux. C'est des numéros effacés et des profils bloqués. C'est des souvenirs jetés et des espaces réclamés. C'est construire de nouvelles routines qui n'incluent pas de checker sur elle. Vraiment avancer, c'est devenir quelqu'un que tu n'étais pas dans la relation. Pas pour la contrarier ou l'attirer, mais parce que la croissance est la seule façon de traverser le deuil. Nouvelles compétences, nouveaux corps, nouveaux intérêts, nouveaux cercles. Tu n'essaies pas de devenir quelqu'un qu'elle voudrait récupérer, tu deviens quelqu'un qui ne la reprendrait pas. Le test ultime arrive quand tu la croises par hasard. Ton corps va te trahir, cœur qui s'emballe, paume qui transpire, combat ou fuite activée. C'est ok, c'est de la biologie. Mais ce que tu fais ensuite détermine tout. Est-ce que tu approches en espérant une réconciliation? Ou est-ce que tu salues poliment et continues ton chemin? Tes pieds disent la vérité sur ta récupération. Voici une vérité difficile sur ses sentiments pendant le no-contact. Elle pourrait ne rien ressentir. Elle pourrait être soulagée que tu sois parti. Elle pourrait ne jamais te manquer ou te contacter ou se poser des questions sur toi. Cette possibilité doit être OK. Ta guérison ne peut pas dépendre d'elle ayant un sentiment particulier. Ta valeur ne peut pas nécessiter son regret. Certaines femmes vivent un deuil retardé. Des mois plus tard, quand l'excitation de la liberté s'estompe, quand le nouveau gars déçoit, quand les dimanches matins solitaires lui rappellent ce que vous aviez, alors elle pourrait ressentir la perte. Mais à ce moment-là, si tu as fait le travail, son deuil est irrelevant pour ta vie. Tu n'attends pas qu'elle souffre. Tu es trop occupé à vivre. Les hommes qui gagnent ce jeu sont ceux qui changent complètement le jeu. Ils arrêtent de jouer à la récupérer et commencent à jouer à me récupérer moi-même. Ils arrêtent de demander qu'est-ce qu'elle ressent et commencent à demander qu'est-ce que je deviens. Ils arrêtent d'avoir besoin qu'elle valide leur valeur et commencent à générer de la valeur indépendamment. Laisse-moi te dire ce qui arrive aux hommes qui implémentent vraiment les 2 règles d'or. Ils traversent l'enfer d'abord. Sevrage, dépression, anxiété, douleur physique. Mais ensuite, graduellement, quelque chose change. Ils commencent à se sentir solides à nouveau, centrés, entiers. Ils réalisent qu'ils existaient avant elle et continuent d'exister après elle. Ils se souviennent de qui ils étaient avant de devenir qui elles voulaient. Quand un homme atteint une vraie indifférence, pas performé, pas forcé, mais un vrai désintérêt pour l'existence de son ex, il devient magnétique. Pas juste pour elle potentiellement, mais pour tout le monde. Parce qu'un homme qui n'a pas besoin de validation externe, qui est complet en lui-même, qui peut s'éloigner de ce qui ne le sert pas, cet homme est rare. Cet homme est attractif. Cet homme est libre. Mais voici le mindfuck. Au moment où tu deviens cet homme, tu ne la veux généralement plus en retour. La personne qui était attirée par elle n'existe plus. Tu as dépassé non seulement elle, mais la version de toi-même qui avait besoin d'elle. Si elle revient vers un étranger. L'homme qu'elle a quitté est mort. L'homme qu'elle rencontre pourrait ne pas être intéressé. C'est pourquoi le no-contact pour la récupérer est complètement le mauvais cadre. Le no-contact n'est pas une stratégie. C'est une chimiothérapie. Tu n'essaies pas de l'attirer en retour. Tu essaies de tuer le cancer d'avoir besoin d'elle. Le fait que ça résulte parfois en son retour est irrelevant. Un effet secondaire, pas le but. Laisse-moi adresser la voix dans ta tête qui crée des exceptions. Mais et s'il y a une urgence? Il n'y en aura pas.
Mais et si elle me contacte en premier? Ne réponds pas. Mais et si j'ai besoin de récupérer mes affaires? Envoie un ami. Mais et si on a des enfants? Contact logistique minimal uniquement par communication écrite. Ton cerveau va créer des scénarios élaborés où le contact est nécessaire. Il ment. C'est l'addiction qui parle, créant des excuses pour rechuter. Les symptômes physiques du sevrage sont réels et ils sont brutaux. Insomnie, perte d'appétit ou suralimentation, douleur à la poitrine, crise d'anxiété, dépression, même des symptômes similaires à la grippe. Ton corps se détoxifie d'années de dépendance chimique. Elle a littéralement changé ta chimie cérébrale et maintenant tu te rééquilibres. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est de la biologie. Traite ça comme une récupération de n'importe quelle addiction. Voici quelque chose de crucial sur sa psychologie pendant ton silence. Les femmes sont attirées par le mystère et repoussées par la certitude. Quand tu la poursuivais, elle savait exactement où tu en étais. Tu étais certain, prévisible, acquis. Maintenant, silencieux, tu es à nouveau mystérieux. Qu'est-ce que tu fais? Qui tu deviens? Pourquoi tu n'as plus besoin d'elle? Le mystère crée de l'espace pour l'imagination et l'imagination crée de l'attraction. Mais ne confonds pas ça avec de l'espoir. Sa curiosité renouvelée n'est pas de l'amour. C'est l'ego qui investigue une perturbation dans son narrative. Tu étais censé la poursuivre pour toujours. Tu étais censé être détruit. Ton épanouissement challenge son histoire. Et personne n'aime que son histoire soit challengée. Tout intérêt qui émerge de ton absence concerne son ego, pas ta valeur. Le piège de la comparaison va tuer ta progression. Tu vas la voir avec quelqu'un de nouveau et penser qu'il est mieux. C'est pour ça qu'elle l'a choisi. Stop. Elle ne l'a pas choisi parce qu'il est mieux. Elle l'a choisi parce qu'il est différent. Il représente l'opposé de ce qu'elle fuyait avec toi. Quand elle le fuira, elle courra vers quelque chose qui représente l'opposé de lui. Ce n'est pas une question de qualité, c'est une question de nouveauté. Chaque homme qui lit ceci et qui check encore ses réseaux sociaux, arrête maintenant. Bloque tout, efface tout. Ce n'est pas dramatique, c'est nécessaire. Chaque homme qui s'accroche encore à l'espoir, laisse-le mourir aujourd'hui. Fais le deuil comme si elle était morte, parce que celle que tu aimais l'est. Chaque homme qui attend la closure, arrête d'attendre. Tu vas mourir en attendant quelque chose qui n'existe pas. Le silence que tu crées n'est pas une punition pour elle ou une performance pour l'attraction. C'est un médicament pour toi. C'est l'espace nécessaire pour entendre tes propres pensées à nouveau, pour te rappeler ta propre valeur, pour reconstruire ta propre vie. Dans ce silence, tu vas découvrir quelque chose de puissant. Tu n'as pas besoin d'elle pour être complet. Tu ne l'as jamais eu. Tu l'as juste oubliée pendant un moment. Ce qu'elle ressent quand tu arrêtes de la poursuivre et deviens silencieux n'a finalement aucune importance. Ce qui compte, c'est ce que tu ressens. Le retour de la dignité, la récupération de soi, la reconnaissance que tu mérites quelqu'un qui te choisit avec enthousiasme, pas quelqu'un que tu dois convaincre.